Kairé à toutes et tous. Aujourd'hui, nous allons reprendre un petit peu l'histoire de Massalia telle que nous l'avons laissée après les deux vidéos portant d'abord sur le récit du mythe de la fondation de la ville et sur le point historique revenant sur l'histoire de cette fondation. Alors, la dernière fois, je vous avais laissé à la fin du 5e et au début du 4e siècle avec le siège d'un chef celte dont j'ai retrouvé le nom depuis, Catumundus, qui aurait assiégé la ville et qui aurait été autorisé à rentrer à l'intérieur pour aller prier Artémis, et en échange de quoi il a épargné la ville. Donc j'avais dit que c'était un point montrant que, contrairement à Rome, durant l'expansion celte, Marseille, à la fin du 5e et au début du 4e, a préféré négocier avec les Celtes plutôt que de les affronter réellement, tout comme vont le faire les Romains. Alors, pour ça, il a fallu, en fait, avant cela, lier des liens avec cette civilisation celte, et ça s'est fait tout au long de son histoire. Donc, je vous avais expliqué que Marseille avait été fondée en moins 600. Peu après sa fondation, elle avait commencé une expansion pour s'installer sur le grand axe commercial, notamment rhodanien, de Rhône, qui menait ensuite vers la Somme et vers le Doubs, et qui permettait d'accéder en fait au monde celtique. Et il y a plusieurs cités qui ont été fondées à cette période, plusieurs comptoirs, il faut les appeler ainsi. D'abord, il y a Rhodanuntia, qui est en fait Saint-Gilles, donc c'est dans le Gard. Il y a Téliné, la ville de Arles, qui est fondée elle aussi durant ce 6e siècle. On a la ville d'Agathée, Agde, qui est fondée. Et enfin, Empourias, et une autre ville pas loin de Valence, qui s'appelle Alaïs, qui était pas loin de Valence. Donc ils vont en fait faire un contrôle de toute cette zone commerciale. Je laisse la voiture passer. Merci. Et ils vont contrôler un peu tout cet axe commercial, et ils vont aussi fonder des comptoirs, notamment à l'Alia, en Corse. Donc la dernière fois, donc, je vous invite à aller voir les vidéos, vous aviez vu que l'histoire de ce comptoir en Corse a été assez tumultueuse. À partir de la seconde arrivée des Phocéens, après la perte de leur ville, ils se sont dirigés donc à Marseille, ils sont allés à l'Alia, ils ont fondé la ville d'Élée qui est donc en Campanie actuelle, donc en Italie du Sud, et qui va être en plus une grande école de philosophie, notamment avec Zénon d'Élée ou Parménide. Voilà, donc je vous invite là aussi à aller voir les vidéos sur la philosophie antique. Et ces Massaliotes ont fondé donc ces cités, et ils ont un poids commercial important, ce qui fait qu'à la fin du 6e et au début du 5e siècle, c'est la grande puissance commerciale du nord de la Méditerranée occidentale. Rivale évidemment avec les Carthaginois contre qui ils ont déjà fait la guerre. Alors, j'avais parlé des rapports commerciaux, notamment en expliquant que les Grecs, eux, ont amené plusieurs choses essentielles. Ils ont implanté la vigne et l'olivier en Provence, qui s'est ensuite répandu dans toute la France. Et ils commerçaient évidemment le vin et l'huile d'olive avec le monde celte, et pour ce faire, ils produisaient des amphores dites à céramique claire. C'est ce qu'on appelle la céramique massaliette. C'est un type de céramique qu'on connaît très bien en archéologie en France, et on l'a retrouvé un petit peu partout en Provence, et puis aussi dans le reste de la France. Ce qui montre qu'entre le 5e et le 2e siècle avant notre ère, Massalia a énormément exporté dans toutes ces régions. Donc elle a connu de forts débouchés commerciaux, et elle, en retour, ce qu'elle cherchait, bon, elle exportait aussi des produits manufacturés, ce qu'elle recherchait, eh bien, d'abord, c'était des produits, de la matière première utile dans le monde grec et désirée dans le monde grec, comme l'étain, voilà, qu'on trouve notamment en Galice ou en Galicie espagnole, ou qu'on trouve aussi en Cornouailles, donc dans les îles britanniques, et de l'ambre. En plus de ça, ils vont chercher des objets manufacturés notamment en fer, puisque les Celtes maîtrisaient très bien le travail du fer, du bois, qui était une denrée assez précieuse quand même dans le bassin méditerranéen, notamment pour la construction de navires, et enfin d'esclaves et de céréales. Alors pourquoi des céréales? Notamment parce qu'on a estimé que la Cora de Marseille, c'est-à-dire son territoire extérieur, finalement n'a pas dû être si vaste et ne suffisait pas à nourrir toute sa population. D'ailleurs, on voit bien par la suite que l'expansion de Marseille se fait principalement sur la côte.
En fait, après cette première expansion celtique de la fin du 5e et du début du 4e siècle, Massalia reprend à marche forcée sa colonisation de la Provence actuelle. Déjà, les sites comme Emporias et Agathée connaissent une explosion démographique. Ce sont des sites archéologiques qui vraiment grandissent à partir du 4e siècle. Voilà. On sait qu'à Agathée, par exemple, donc la ville d'Agde actuelle, il y avait une grande production de meules. Voilà, donc il y avait une pierre assez pratique à travailler pour faire des meules. Et ces meules ont été exportées assez loin. Donc on sait que Massalia était au centre de ce commerce. Massalia a, en plus de ça, fondé des nouvelles villes. Bon, elle a pris complètement le contrôle de l'étang de Berre, donc ça lui permet d'avoir un accès au Rhône plus facile. D'ailleurs, on a des traces de conflits à cette période sur des habitats néolithiques, donc autochtones à cette date, donc très probablement une période de conflit où les Grecs se sont installés de force. Et enfin, eh bien, on a la fondation de tout un ensemble d'autres comptoirs qui mènent vers le bassin oriental de la Méditerranée. Notamment, donc toute la Provence, on a la fondation de Monoikos dès le 5e siècle avant, Monaco, port en l'honneur d'Héraclès, mais on a aussi la fondation de Olbia, grande colonie militaire fondée sous le modèle de la Clérouquia athénienne, c'est-à-dire vraiment une colonie militaire destinée à être un avant-poste de la cité sur le bassin méditerranéen. Donc Olbia, c'est à Hyères. Voilà, donc c'est la fondation grecque de la ville de Hyères. On a retrouvé d'ailleurs un sanctuaire qui reliait cette ville à la population celte. Si vous voulez qu'on parle d'Olbia précisément, ça peut être intéressant d'ailleurs de parler spécifiquement d'Olbia, donc dites-le moi en commentaire. On fonde plein d'autres cités, notamment Antipolis, dans cette fin 4e, et fin 4e, début 3e, donc il y a Antipolis, donc Antibes. Il y a Nikéa, fin 3e siècle, début 2e, donc ça c'est à la toute fin. Nice, en fait, la victoire. On a Héracléa Cacabaria, c'est Cavalère. On a Toroïs, Sifour dans le Var. On a Citarista, c'est La Ciotat. Donc on a les îles de Lérins qui sont colonisées, évidemment. D'ailleurs, les îles de Lérins portent leur nom d'un nom ancien grec qui est l'Héroon, c'est-à-dire en fait, un Héroon, c'est un lieu où il y a une tombe d'un héros et auquel on voue un culte. Généralement, quand on fait cela, c'est pour coloniser en plus d'un point de vue culturel une région. Donc les îles de Lérins, donc les îles du Levant, toutes les îles qui sont en face d'Antibes, de Cannes ou de Hyères, Porquerolles, Porquerolles, étaient évidemment colonisées par les Grecs. Et finalement, on regarde qu'ils s'enfoncent très peu vers l'intérieur des terres, hormis dans le cas très spécifique de Rhodanoucia et de Télinée, qui rentrent dans l'axe rhodanien. Donc on a une phase d'expansion et de fondation de petites colonies par Massalia. La fondation de ces colonies lui permet plusieurs choses. D'abord, un contrôle commercial accru de cette voie maritime très importante, donc il contrôle réellement tout le nord du bassin occidental de la Méditerranée. Deuxième chose, ça leur permet un contrôle militaire du territoire, puisque les navires à l'époque, il faut comprendre, ils ne naviguent pas d'une traite, d'un point A à un point B. Ils n'ont pas les cales nécessaires pour le faire, pour avoir des vivres, pour nourrir notamment les marins et pour l'eau. En plus de ça, la Méditerranée est une mer assez agitée, contrairement à ce qu'on peut penser. C'est une mer très dangereuse, notamment parce qu'elle connaît des bourrasques et des tempêtes brutales, qui se lèvent vraiment rapidement. Et quand ça se lève, il faut rapidement aller se mettre à l'abri. Et du coup, c'est autant d'escales possibles pour les navires de commerce. Par exemple, le site d'Olbia, c'est un endroit parfait pour se protéger de grandes tempêtes, ou le site de Toroïs, par exemple, à Sifour, est idéal. Actuellement, là, je ne suis pas très loin, je suis à la Seine-sur-Mer, et en fait, il y a le cap Sissier, c'est un cap méditerranéen qui est très connu, puisque c'est un cap où il y a des tempêtes qui s'élèvent, et où il y a deux rogers qu'on appelle les deux frères, qui menacent à chaque instant les navires de s'échouer au tournant du cap. Et donc, on a la ville de Toroïs, et Sifour, qui est juste avant le cap, et qui permet, s'il y a une tempête, eh bien, aux marins de faire escale, d'attendre là, pour ensuite passer ce cap. Donc, on a en fait un contrôle de la voie maritime, et en plus, ça nous permet de se cacher de pirates qui pourchassent les navires en cas de problème. De l'autre, ça leur permet de faire des actes de piraterie sur des navires adverses et de venir rapidement se réfugier avec le butin dans tous ces ports. Donc c'est vraiment un contrôle militaire et commercial. Et enfin,
eh bien, ça crée de nouveaux débouchés pour la production de Marseille, parce qu'elle va être en contact avec plein de nouvelles tribus. Ces tribus vont être de nouvelles alliées, et elles vont lui fournir du blé et de quoi nourrir la population. D'ailleurs, en parlant de cette population, on estime que entre la fin du 6e et le début du 4e, Marseille doit connaître une forte expansion démographique. Donc, ils font pas mal d'enfants. La ville grandit, c'est prouvé par l'archéologie, ça j'en parlais après, de l'urbanisme massaliote. Et du coup, pour éviter qu'il y ait trop de population au sein des remparts de Massalia, et donc des risques de troubles sociaux, et ça on parlera aussi de politique dans cette vidéo, eh bien les Massaliotes ont trouvé comme solution bien d'envoyer leurs colons pauvres, et c'est ce qu'avait fait Athènes, dans des comptoirs, hein, un petit peu partout sur ce bassin méditerranéen. Et pour reprendre l'exemple d'Olbia, on envoie en fait des hommes qui vont avoir une parcelle de terre, une maison, c'est toutes les maisons quasiment, tous les quartiers sont quasiment similaires, et en gros, on leur donne les moyens de subvenir à leurs besoins, de devenir assez riches même pour s'équiper avec très probablement la panoplie de l'hoplite, et donc ça augmente le potentiel militaire fort de la cité, puisque le potentiel militaire, on le compte surtout en hoplite, voilà, et en plus de ça, eh bien, ça permet eh bien, d'enrichir des citoyens pauvres de la cité, et de les envoyer un petit peu ailleurs. En plus, la cité, elle peut subvenir à ses besoins un peu par elle-même, donc il y a le commerce, mais elle produit sur place tout un ensemble de choses, hein, des objets manufacturés, j'ai parlé des amphores, elle produit de la céramique, donc pour consommer, hein, le vin, hein. Elle produit des objets de qualité, des meules, hein, je l'ai dit, à agater, mais en plus de ça, elle peut subvenir à ses besoins par la pêche, et il ne faut pas oublier que Massalia, très probablement d'un point de vue étymologique, c'est les mêmes racines que halieutique, donc tout ce qui a rapport avec la mer, avec les richesses de la mer, et c'était des pêcheurs. Donc on a beaucoup de traces de cette pêche intensive à Marseille, notamment d'un point de vue archéologique, et aussi la pêche au corail, et peut-être même, alors peut-être pas à Marseille, mais dans la baie toulonnaise, la pêche à la porphyre, donc au pourpre. Donc ce sont des coquillages qui permettent, grâce au murex, de produire cette couleur extrêmement chère durant l'Antiquité. Alors pas en grande quantité, mais très probablement ils l'ont fait. D'ailleurs, pour celles et ceux que ça intéresse, dans le musée d'histoire de Marseille, vous pouvez visiter ce musée qui est superbe, et à l'intérieur, vous verrez, il y a un petit navire de pêche qui était cousu, en réalité, hein, donc au lieu d'avoir des tenons, il est cousu le navire, les planches sont cousues entre elles, et tout ça c'est calfeutré avec de la cire, et il y a une réplique de ce navire, l'Ogyptis, qui a été produite par un processus d'archéologie expérimentale, par un protocole d'expérimentation. Donc ça aussi c'est super intéressant, tapez Protis sur internet et vous trouverez la reconstitution du Gyptis. Donc c'était en plus de ça des pêcheurs, et la ville eh bien, avait plein de richesses très variées. Ça va lui permettre plusieurs choses, et notamment eh bien, de se monumentaliser. La cité de Marseille, c'est une cité qui, à l'époque hellénistique, est très riche. Déjà, à l'époque archaïque, elle a des remparts, ça c'est sûr. Mais en plus de ça, à l'époque classique, elle se dote de remparts de grand appareil, c'est-à-dire non pas avec des murs de briques, mais avec des pierres, des grands blocs, hein, qui sont mis à sec les uns à côté des autres, donc bien taillés, bien équarris, et ça va permettre à cette cité d'être extrêmement bien protégée et très probablement de résister au siège des Celtes. Généralement, ils ont plusieurs portes, et à chacune des portes, il y a 2 tours quadrangulaires qui permettent de les garder, au sommet desquelles on peut mettre de l'artillerie fixe. Donc c'est vraiment le top du top qui se faisait à l'époque, et on a en plus de ça de la pierre sur place. Bon, ceux qui ont un peu suivi l'actualité marseillaise au niveau de l'archéologie savent qu'il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années de cela, on a trouvé sur le site de la Corderie, donc en face, de l'autre côté du Vieux-Port, en face de la Marseille antique, une grande carrière de calcaire. Alors c'est intéressant parce qu'on a surtout fouillé des calcaires de marbre en fait en archéologie, et là c'est une superbe carrière de calcaire où eh bien, les Marseillais venaient exploiter la roche pour pouvoir bâtir chez eux. Donc ils se dotent de remparts monumentaux de grande importance. D'ailleurs, ces remparts vont être assiégés plus tard par César, et ils vont bien lui résister, donc voilà, ça a été bien construit. Il en reste quelques vestiges sur le site archéologique du port antique de Marseille, toujours au musée d'histoire de Marseille. Allez le visiter, allez le visiter. Voilà, allez le visiter, hein, je le dis 3 fois. Et
Ils ont ensuite un plan urbanistique assez simple. Une rue principale, qui est la rue actuelle Henri Fiocca. Donc c'est la plus vieille rue attestée de France, hein, puisque on a trouvé sur tout cet axe eh bien, des implantations très anciennes. C'était la rue principale, elle donnait sur la porte principale, et tout le long de cette rue, on avait un ensemble de bâtiments. D'abord, au tout début, on avait le port. Le port, il est mentionné par toutes les sources, c'est celui qui est le plus commenté par les écrivains antiques, puisque, évidemment, Massalia, c'est avant tout un port à la fois de pêche, de commerce et de guerre. Ils ont des grands arsenaux capables d'affréter plusieurs navires de guerre et d'avoir une flotte très puissante. Et ça, j'en reparlerai après. Donc, il y a ce port monumental avec des docks, avec des lieux, ça a été fouillé pour pouvoir remettre les navires à flot, pour pouvoir un peu les réparer. Bref, on a tout un ensemble technologique qu'on a fouillé à Marseille. Et ensuite, eh bien, il y a plusieurs temples. Alors malheureusement, on n'a pas retrouvé ces temples, mais on a des attestations textuelles. Un temple à Athéna, un temple à Apollon, et surtout un temple à Artémis, qui est la déesse Polyade. Certains même estiment qu'il y avait un temple en haut de l'endroit où aujourd'hui il y a la Bonne Mère. En tout cas, le temple d'Artémis servait de point de repère pour les marins. Ça, c'est ce qu'on nous mentionne dans les sources. C'est la première chose qu'on pouvait voir quand on arrivait par la mer à Massalia. Autre chose, on a trouvé, d'un point de vue archéologique, des bains. Ça, c'est intéressant parce que, bon, il y a tout ce qu'il faut pour les bains classiques, des salles, des vestiaires, des salles pour se laver, des salles chaudes, des salles froides, mais surtout, on a trouvé une grande salle où il y a plus de 35 baignoires individuelles en céramique. Donc, c'est quelque chose d'assez particulier. Ça date de la période hellénistique, et en fait, d'un point de vue archéologique, ce sont les deuxièmes salles de ce type-là, avec donc, des baignoires individuelles, les plus grandes, après les bains qu'on a trouvés à Athènes, donc de ce type-là, pour le monde grec. Donc c'est quelque chose de très important, ce qui fait que Massalia était une des villes urbanistiquement les plus développées de son temps. Les bains, on a trouvé des salles de banquet communes, ça c'est pareil en archéologie, donc ça c'est sur la place des Moulins. D'ailleurs les bains c'était rue Léca, je crois, et sur la place des Moulins, donc pas loin de la Vieille Charité, un autre musée qu'il faut aller voir à Marseille, musée d'archéologie méditerranéenne, on a trouvé des salles de banquet communes. Voilà, ça c'est pareil, c'est quelque chose de très particulier. La ville de Marseille finançait des banquets à ses frais pour sa population. Et ça aussi, j'y reviendrai. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas trouvé? Malheureusement, on n'a pas trouvé de théâtre, on n'a pas trouvé les temples, on n'a pas trouvé de théâtre et on n'a pas trouvé de gymnase. Mais les textes nous disent que dans la constitution marseillaise, il y a la charge de la gymnarchie et de la chorégie. Ce sont deux charges politiques où en fait un citoyen doit prendre en charge financièrement et surtout s'occuper de l'organisation de jeux alors sportifs. Donc ça c'est pour la gymnarchie. Donc là on s'occupe d'organiser tout ce qui est du domaine sportif dans la cité. Donc ils avaient forcément un gymnase à minima et très probablement un stade. Et d'ailleurs on a un athlète, je crois marseillais, on a une attestation d'un athlète marseillais qui allait participer aux Jeux Olympiques. Voilà. Et en plus, on a le Corrège qui doit lui s'occuper de l'organisation de jeux théâtraux et musicaux. Donc un théâtre et un odéon. Donc on a tout ce qu'il faut pour une belle cité grecque, classique puis hellénistique. C'était une cité extrêmement riche. Enfin, à Marseille, on a trouvé la nécropole, alors une partie de cette nécropole, et cette nécropole avait une caractéristique, c'est que dans les tombes, on a donc c'était principalement de l'inhumation, pas de l'incinération, qui arrive plutôt à l'époque romaine, mais malheureusement, on trouve un mobilier assez réduit, puisqu'il semble que les Massaliotes n'aient pas énormément enrichi leur tombe. Et ça, on va bientôt en parler par rapport aux politiques. Enfin, pour terminer, les Massaliotes ont financé la fortification de leurs alliés, puisqu'on a, notamment sur Marseille-Vert ou Bailly de Saint-Marcel, on a des oppida qui sont des fortifications celtes, autochtones, qui ont été renforcées avec des tours hellénistiques en direction du nord. Donc ce sont en fait des protections de la ville de Marseille, mais devant, comme des sortes de barbacanes, mais d'un point de vue géographique. Et ces fortifications, qui sont normalement autochtones, ont été renforcées par les Grecs. Et on trouve ça aussi dans des sites comme Saint-Rémy-de-Provence, le site de Glanum, où on sait que les Grecs ont dû se mélanger avec la population. Donc très probablement, ces Massaliotes se sont mélangés
avec les Celtes alentours, et leur civilisation a un petit peu rayonné. On a trouvé notamment dans des tombes celtes du matériel militaire grec, comme par exemple des casques corinthiens. Donc on voit que les Grecs ont réellement influencé les Celtes autour d'eux. Alors, ce qui a fait la richesse aussi de Massalia, c'est le fait qu'elle a réussi à maintenir son système politique pendant toute son histoire. Déjà, elle n'a pas été prise pendant plus de 550 ans, donc de sa fondation jusqu'à l'époque de César. Hein. Même pour être précis, si on prend vraiment la date de moins 600 et la prise par César en moins 49, et ben du coup ça fait 551. Franchement, pour Marseille, on ne peut pas faire mieux. Et ces Marseillais ont maintenu leur constitution et un équilibre politique d'un point de vue interne qui a empêché la cité de tomber dans la stasis, c'est-à-dire la guerre civile. Alors pour ça, ils ont adopté un régime politique qui a été loué notamment par Aristote dans ce qu'on appelle la constitution des Massaliotes. Alors très probablement, il a envoyé un de ses élèves fouiner un peu par là, voir ce qui se passait, il lui a ramené, puis il a volé ses écrits. Malheureusement, on n'a pas le texte complet, il est qu'incomplet, rapporté par Athénée de Nocratis. C'est dedans qu'on a la fondation de Massalia. Mais si on croise avec Strabon, si on croise avec d'autres auteurs, Justin, Pline, on peut trouver des informations sur Marseille et sur la politique telle qu'elle se faisait à Marseille. Alors il faut savoir qu'au début, ils ont instauré, les Massaliotes, une oligarchie basée sur les premiers colons à être arrivés. Voilà. Vous ne pouviez participer à la politique de la cité que si vous faisiez partie de ces premières familles fondatrices. Et ensuite, lorsqu'il y a eu l'arrivée de l'apport phocéen, de l'énorme apport phocéen au milieu du 6e, ils vont faire évoluer leurs lois. Déjà, ils se rapprochent des lois ioniennes, donc des lois que l'on retrouve à Phocée, à Milet ou à Lycarnasse, au niveau des modes de vie, et ils vont adopter un régime aristocratique loué par la plupart des auteurs anciens, notamment parce qu'il est basé sur deux choses, l'inné et l'acquis. Il reconnaît qu'il faut être de sang massaliote, donc il y a tout un aspect où vous ne pouvez pas, par exemple, prétendre aux charges les plus hautes Timouk de la cité si vous n'êtes pas massaliote depuis 3 générations. Donc il faut vraiment être de Massalia, donc ça c'est la part innée, c'est la lignée. Et il y a l'acquis, il y a le mérite, puisque vous pouvez accéder à la citoyenneté et surtout accéder à des charges importantes uniquement si vous êtes illustré pour la cité. Et pour s'illustrer, le mérite, il se met sur plusieurs choses, la guerre, le commerce, mais aussi la vertu, la piété, et enfin le fait d'aider la cité à croître d'un point de vue démographique. Pour par exemple prétendre à la charge de Timouk, dont je vais parler dès à présent, donc c'est la plus haute charge de la cité, il faut absolument être père de plusieurs enfants. Voilà. Donc si vous n'êtes pas père, vous ne pouvez pas prétendre à des fonctions politiques. Donc ça pousse en fait les citoyens à faire des enfants, et surtout c'est pour montrer qu'on s'investit pour la cité, et si vous avez des enfants dans cette cité, vous ne voulez pas que cette cité meure, donc vous allez bien vous en occuper. Donc il y a une forme de logique derrière ça. Les Timouks forment le gouvernement en fait de la cité, ils sont 600, élus à vie, donc à partir du moment où vous êtes devenu Timouk, c'est jusqu'à votre mort. Généralement, vous devenez Timouk assez tardivement, il faut s'être illustré pendant sa vie, donc voilà, il faut avoir fait des grands actes, être père, donc voilà, il faut déjà avoir atteint un certain âge là aussi, et après ça, quand vous êtes Timouk, vous pouvez prétendre, donc vous vous occupez du législatif et du juridique, donc on ne sait pas comment c'était fait, mais il est séparé les charges, et il y avait 15 Timouks qui dirigeaient la cité, qui s'occupaient de l'exécutif. Et parmi les 15 Timouks, il y en avait 3 qui étaient choisis, et ces 3 tournaient chaque année pour exercer la direction de la cité. Donc jamais à aucun moment, en fait, on a un homme qui peut prendre le pouvoir. Donc ce modèle aristocratique, qui monte progressivement, comme ça un peu en pyramide, arrive presque vers une monarchie à un moment, mais cette monarchie, elle est tournante, et en plus de ça, elle s'appuie sur une base assez large, toute la population peut potentiellement y accéder, même les plus pauvres, à partir du moment où ils sont vertueux et ils s'illustrent au sein de la cité. Et enfin, les Massaliotes vont passer des lois pour permettre la paix civile. Alors, il y en a certaines qui vont vous faire rire, d'autres qui ne vont pas vous faire rire. Je prends pour celle qui fait la plus rire, ils vont passer une loi qui apparemment permet la vertu de la cité et un meilleur ordre civil, c'est que les femmes n'ont pas le droit de boire. Voilà, ça fait partie des lois ioniennes, de Milet notamment, donc c'est des lois lyonnaises qui devaient être en application à Massalia. Les femmes ne doivent pas boire. Donc est-ce que les femmes qui boivent amènent des troubles civiques? Je ne sais pas, apparemment les Grecs semblaient le considérer. Moins rigolo, mais quand même intéressant, les Massaliotes, à un moment donné de leur histoire, ont interdit
de se vêtir à la mode ibérique, puisque la civilisation ibère, en fait, les Celtibères, ça allait quasiment jusqu'à Toulouse, hein, et donc ça devait être vraiment en vogue, des vêtements très bariolés, très riches, avec plein de bijoux, sauf que ça permettait le vêtement, encore aujourd'hui, permet de se distinguer d'un point de vue social. Il y a celui qui peut l'acquérir et celui qui ne peut pas. Et il y a le fait ostentatoire de le montrer. C'est un peu comme les marques. Et pour calmer un petit peu la population pauvre, ce que l'on fait, c'est qu'on va obliger les riches à ne pas montrer et étaler leur richesse devant les autres. Donc à ne pas tenter et à ne pas narguer. Ça, c'est un élément qu'on retrouve par exemple aussi dans la Venise de la fin de la période médiévale et du début de la Renaissance, où l'oligarchie dit attention, il ne faut pas trop montrer qu'on a du pognon, sinon la population va se révolter. Donc voilà, la ville est riche et certains s'enrichissent plus que d'autres. Pour éviter les révoltes sociales, on oblige les riches à ne pas trop montrer leur richesse. Ça passe par le vêtement, mais aussi par des grandes cérémonies, et notamment, alors le mariage, on ne sait pas, mais notamment pour les funérailles. Par exemple, à Marseille, c'est pour ça qu'il y a peu de mobilier funéraire, c'est tout simplement parce que les Marseillais interdisaient des immenses processions pour les mariages de personnes très riches, interdisaient les pleureuses, parce que oui, à l'époque grecque, ça se faisait, hein, vous pouviez payer des dizaines et des dizaines de femmes pour venir payer, pleurer à l'enterrement de votre père, de votre mère, enfin peu importe de qui. Si vous avez l'argent, vous le faites, ce qui fait que toute la cité sait que c'était une personne très importante et tout ça. Donc c'est un moyen de distinction sociale, et surtout, il faut une tombe simple, sans trop de matériel funéraire. Voilà, pour ne pas montrer devant la nécropole, oh là là, lui, comme à Athènes, hein, on va aux céramiques, on voit des magnifiques stèles, waouh, celui-là était super riche, il est de telle lignée, alors que les pauvres hommes, on n'en entend même pas parler. En fait, les citoyens athéniens sont tous enterrés quasiment au même niveau, donc ils sont presque égaux dans la vie et dans la mort. Les seuls qui ne sont pas enterrés de la même manière sont les esclaves, qui eux, on nous dit, sont mis dans une fosse commune pour bien les distinguer des citoyens. Donc en plus de ça, on donne un peu de la fierté aux citoyens en rabaissant toute la partie esclave de la cité et probablement aussi les métèques, donc les étrangers. Donc on voit que la cité de Marseille a fait passer des lois pour favoriser le maintien de l'ordre social. Et enfin, l'archéologie l'a montré, on a trouvé des salles de banquet communes, ce qui veut dire que les riches, et ça on a parlé, allez voir la vidéo d'avant-hier sur le banquet de Platon et de Xénophon, les riches peuvent honorer les dieux par des banquets, faire des grandes fêter des victoires à des jeux dans des banquets parce qu'ils en ont les moyens et ils le font chez eux, dans leur propre villa, mais ceux qui n'en ont pas les moyens, eh bien, peuvent obtenir des salles de banquet publiques, parce que chez eux c'est trop petit, des salles de banquet publiques offertes par la cité, et peut-être même, dans une certaine mesure, c'est la cité qui finance le banquet. Voilà, parce qu'elle a du pognon et qu'elle ne veut pas que les citoyens pauvres ne puissent pas faire la fête, car c'est primordial de pouvoir faire la fête, puisque ça fait partie des cultes que l'on fait en l'honneur des dieux. Donc, avec tout ce système politique, voilà, Marseille, c'est vraiment bien maintenu. Enfin, elle éduque sa jeunesse. Et sa jeunesse, elle est éduquée par une institution qui vient aussi du monde ionien et surtout du monde athénien, par l'éphébie. On a des traces de cette éphébie massaliote où les jeunes Marseillais, en fait, vont subir tout l'entraînement gymnique, tous les sports, mais aussi militaire, donc l'oplomachia, la taxiarchia, donc l'art de tirer à l'arc, le lancer de javelot, bon ça c'était dans les arts gymniques, le fait de tirer aux machines de guerre, ce qui montre qu'ils avaient des engins de siège sur les remparts, ou qu'ils avaient eux-mêmes des engins de siège pour prendre des fortifications adverses. Et enfin, à la fin de cette éphébie, ils vont passer 1 an dans un poste avancé dans le territoire, mais attention, un poste avancé en milieu naturel. Ce qui veut dire que ça, on oblige les Massaliotes à vivre un peu à la sauvage, un peu comme l'agogé spartiate, avant de revenir à la civilisation, pour leur faire apprécier leur cité. De plus, ça leur permet de découvrir le territoire, de s'attacher à ce territoire-là, et enfin de vouloir le défendre. Donc en fait, en valorisant les jeunes, en leur donnant une place dans la société, en ne rabaissant pas trop les pauvres, en diminuant l'aspect ostentatoire de la richesse chez l'aristocratie, en basant l'organisation de la cité sur un droit du sang, donc une lignée, ce qui distingue le Massaliote de l'étranger, mais en le basant aussi sur le mérite, eh bien, donc tout le monde peut accéder aux grandes charges. Marseille a maintenu sa constitution pendant plus de 551 ans. Et ça, c'est vraiment unique dans l'histoire. Alors, je vais finir cette vidéo ici. Voilà. Je vais finir cette vidéo ici en vous parlant juste d'une chose, c'est le fait que Marseille, à la fin du 3e et au début du 2e, va connaître un énorme recul
du fait des guerres puniques, et elle va enclencher son déclin qui se terminera avec sa prise par les Romains. Donc ça sera le sujet de la vidéo suivante, donc ne laissez pas de commentaires, ça ne sert à rien pour le sujet, parce qu'après-demain, je parle de ça, je parle de la fin de l'histoire de Massalia, parce que je ne pouvais pas le faire en une seule vidéo. Sachez que c'est relié à l'arrivée des Romains, notamment parce que les Grecs les ont aidés pendant les guerres puniques, et finalement, les Romains sont venus en échange les aider contre les Celtes, et malheureusement, ça a été le début de leur déclin. Donc finalement, Rome, c'est à la fois la meilleure amie, mais malheureusement, et de manière générale, plus Rome s'immisce dans votre zone géographique, et plus généralement, vous perdez de l'autonomie. Ça, c'est une règle historique, mais ils ne pouvaient pas la savoir à cette époque. Donc ça sera le sujet de la vidéo de demain. Donc voilà. Donc je vous ai laissé fin 3e siècle, on est à l'apogée de Marseille, il y a tous les comptoirs qui fonctionnent, tout le bassin occidental de la Méditerranée est bien contrôlé par Marseille. Massalia en plus est une des cités les plus vertueuses du monde grec, elle est reconnue pour cela par la suite même par les Romains et par les autres grands penseurs grecs. Donc voilà, c'était la grandeur de Massalia à l'époque antique. Donc j'espère que ça vous a plu. On peut un peu en débattre dans les commentaires, mais n'oubliez pas que demain, 19h dans le live, on a la possibilité de revenir sur tout ça. Et après-demain, nous parlerons de la fin de Massalia. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, pour celles et ceux qui suivent cette vidéo, sinon c'est pas grave si vous la suivez bien plus tard, mais mercredi prochain, 15 avril, 18h, sur le site des somatophylaques, eh bien, il y a un grand événement, il y a quelque chose que l'on va mettre en place. Donc venez voir sur notre page, c'est un événement à ne pas manquer. Donc je le dis dans les vidéos live et je le dis aussi dans ces vidéos ici. Voilà, en attendant, eh bien, portez-vous bien.